Je suis arrivé à Kochi suite à un trajet de chemin de fer d'une durée d'1 heure à partir d'Alépé et d'une brève traversée pour atteindre l'île à proprement parler. Kochi, qu'on appelle aussi Cochin, du nom des Maharajas qui possédaient les lieux jadis. Ce sont eux d'ailleurs qui autoriseront les Portugais à ouvrir un comptoir de commerce d'épices, de poivre en particulier. Comptoir qui fut possible grâce aux 3 voyages de Vasco da Gama qui a commencé ses explorations ici en 1498. L'homme mourra de la malaria en 1524 et fut enterré dans l'église derrière moi. Son fils rapatriera sa dépouille en 1539. Subsiste donc dans le temple son cénotaphe. L'église Saint-François d'Assise fut érigée par les franciscains en 1515. C'est le plus vieux temple de confession catholique ici en Inde. Lorsque les Hollandais s'empareront du territoire en 1663, ils le transformeront à la fin du 18e en temple anglican. Les Britanniques, finalement, occuperont la région et restaureront le bâtiment à la fin du 19e siècle, lui redonnant son aspect actuel d'allure baroque et son nom d'origine. Kochi est la ville la plus peuplée de l'État du Kerala avec un peu plus de 600 000 habitants. Son île, qu'on appelle aussi Fort Kochi, est vraiment un microcosme de l'époque coloniale portugaise. Ça ne ressemble vraiment en rien au reste de l'Inde. Partout où on pose les yeux, partout où on marche, c'est vraiment un patrimoine bâti éblouissant qui s'offre au regard. Derrière moi, des filets de pêche d'inspiration chinoise qui auraient été laissés par des explorateurs de l'Empire du Milieu. J'ai vu des filets semblables au Cambodge lorsqu'à partir d'Angkor, je m'étais rendu à Battambang par le lac Tonlé Sap. Ces filets, donc, par gravité, se penchent vers l'eau et espèrent évidemment y ramasser un maximum de prise lorsqu'on les relève. Je renoue avec soulagement avec la climatisation dans ma chambre à l'auberge Aron à Fort Kochi. La pièce est petite, mais très efficace. Des espaces de rangement sont encastrés dans le mur. Mon lit est peut-être un peu petit, mais très confortable. J'ai une belle table de travail, 2 belles fenêtres qui donnent une excellente luminosité. La climatisation est silencieuse. C'est un établissement qui est très bien situé sur l'île. Tous les points d'intérêt sont à distance de marche. Un établissement qui compte 8 chambres et un bel espace sur son toit pour ceux qui veulent aller s'y prélasser. La salle de bain est plutôt petite. Certes, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais la pression est bonne, la pomme est efficace, j'ai de l'eau chaude. Le choix des matériaux rend la pièce invitante. Elle est tout à fait agréable à utiliser. Le palais Matancheri derrière moi est très imposant. Il forme un quadrilatère avec une cour intérieure, très typique de l'architecture européenne. Il fut érigé en 1555 par les Portugais. C'est un cadeau qu'ils ont fait aux Maharajas de l'endroit suite à l'autorisation qu'ils ont eue d'ouvrir un comptoir pour faire commerce d'épices. L'alliance était également militaire puisque ce Maharaja était en froid avec un rival non loin dans la région. Lorsque les Hollandais envahiront le territoire en 1663, ils captureront évidemment aussi le bâtiment qui porte aujourd'hui le nom de Dutch Palace. La synagogue Paradisi, derrière moi, a été érigée en 1568 parce qu'effectivement, il y a eu une communauté juive très bien implantée ici sur l'île de Fort Kochi. Elle y était d'ailleurs dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'est peuplée au gré de vagues migratoires provoquées par des famines ou des tensions politiques au Proche-Orient et ailleurs en Europe. Elle s'est associée momentanément avec la Compagnie des Indes orientales pour mousser le commerce. Et malheureusement, l'arrivée des Portugais au début du 16e siècle et d'une certaine forme d'inquisition a provoqué leur lent déclin. Les derniers Juifs à avoir habité l'île l'ont quitté lors de la création de l'État hébreu en 1948.
subsiste donc cette synagogue, un vieux cimetière et d'autres bâtiments qui rappellent que des Juifs ont habité l'île de Kochi. Le rafio derrière moi doit me mener à Munnar. Je suis au terminus d'autobus de Kochi très tôt ce matin. J'ai un trajet de 4h30 à effectuer. Je me rends à l'intérieur des terres de l'État du Kerala qui se veulent montagneuses avec route en lacet. Alors espérons que tout se déroule bien. Il est midi au cœur du petit village de Munnar. Le trajet a duré comme prévu 4h30 à partir de Kochi. Et comme prévu, bien sûr, nous avons eu à négocier plusieurs courbes en lacet pour atteindre la destination. Munnar attire pour ses jolis panoramas, pour ses reliefs accidentés, dont plusieurs flancs de montagne sont occupés par des plantations de thé. J'ai un peu plus de 24 heures pour découvrir quelques sentiers. Ma chambre à l'hôtel Landy Queen est relativement grande, elle est très propre, le lit est grand et confortable. J'ai un petit bureau de travail, pas besoin de climatisation ici à Munnar. Il fait chaud l'après-midi, mais les nuits sont fraîches, donc un ventilateur suffit amplement. La salle de bain est plutôt petite, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais le choix des matériaux la rend spacieuse et accueillante. Le cœur du petit village de Munnar ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Il est malheureusement aussi désagréable que d'autres que j'ai visités. C'est bruyant, c'est congestionné, c'est poussiéreux. Ce bout de rue ici est particulier parce que vous avez deux cohortes, une constituée de jeeps et une autre de tuk-tuk. Et on vous regarde telle une proie parce qu'on veut vous avoir comme clientèle pour aller faire du rodéo quelque part dans les montagnes. Alors vraiment, on ne s'attarde pas ici. J'ai réussi à dénicher des petits coins où c'est piétonnier, où c'est plus agréable et que ça ressemble plus à des marchés que j'ai toujours aimé fréquenter. On va aller jeter un petit coup d'œil dans ce marché piétonnier à Munnar. Il n'est pas très grand, mais il est vrai que le village n'est pas très populeux non plus. À Munnar, il y a également des plantations de cacao, donc on y produit un chocolat local. La vente de billets de loterie se porte très bien au sud de l'Inde. Je n'ai rien vu de tel au nord, aucun comptoir de vente. Je me situe à Top Station. Mon Dieu, que j'avoue que ce nom n'a absolument rien de poétique. J'ose espérer qu'ils en trouvent un autre sous peu. Par contre, la vue qui s'offre à mon regard l'est extrêmement. Ce sont de profondes gorges que j'observe, ceinturées de massifs montagneux. Ce belvédère se situe à environ 1 heure du petit village de Munnar. Et tout au long de ma route, j'ai observé d'autres panoramas absolument époustouflants. Plusieurs plantations de thé à flanc de montagne, dont des cueilleurs s'activaient déjà au travail. Si un jour vous venez ici, je vous suggère fortement d'effectuer ce petit circuit.